Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 17 novembre 2025 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Paul, laissez-moi commencer par ce qui se passe avec Donald Trump lui-même et la façon dont il attaque Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie. Voici ce qu'il a tweeté. Il la traite littéralement de traîtresse et de honte pour notre grand parti républicain. Il lui a même trouvé quelques surnoms. Et Paul, voici que Marjorie Taylor Greene a dit à propos de Marjorie Taylor Greene said about Donald Trump on CNN. Donald Trump, sur CNN, a parlé des promesses de campagne que nous avons faites au peuple américain. Ces propos, bien sûr, ont été blessants. Cependant, j'ai quelque chose dans le cœur que je crois extrêmement important pour notre pays. Mettre fin aux querelles toxiques en politique. Cela dure depuis des années et cela a divisé notre pays, séparé des amis, des familles, des voisins, et cela ne résout pas nos problèmes. La chose la plus blessante qu'il ait dite et qui est absolument fausse, c'est qu'il m'a traité de traître. C'est totalement inacceptable. Et ce sont exactement le genre de mots qui peuvent pousser des gens à se radicaliser contre moi et mettre ma vie en danger. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Quelle est, selon vous, la raison de tout cela? Malheureusement, tout se résume au dossier Epstein et c'est choquant. Je me tiens aux côtés de ces femmes, je me tiens aux côtés des victimes de viol, je me tiens aux côtés des enfants qui subissent de terribles situations d'abus sexuels, je me tiens aux côtés des survivants de la traite et de ceux piégés dans le trafic sexuel. Et je ne m'en excuserai pas. Je crois que le pays mérite la transparence concernant ces dossiers et je ne pense pas que les personnes riches et puissantes devraient être protégées si elles ont commis des actes répréhensibles. Donc, je me tiens aux côtés des femmes et je continuerai à faire ma petite part pour que ces dossiers soient rendus publics. L'autre partie de l'entretien, qui ne figurait pas dans cet extrait, portait sur les liens israéliens avec le dossier Epstein. Elle a dit que nous devrions peut-être enquêter et évaluer ce qui se passe avec les pays étrangers qui interviennent, d'autres pays qui s'immiscent et influencent nos politiques intérieures et tout le reste. Dans le cas d'Epstein, elle parlait d'Israël. Que se passe-t-il selon toi, Paul, avec Donald Trump lui-même? Ces gens ne sont en aucun cas les ennemis de Donald Trump. Absolument pas, quand on y regarde de plus près. La seule façon dont je peux l'expliquer, d'après les informations disponibles, c'est que Netanyahou tire les ficelles de Trump. Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene ont tous deux critiqué Israël, et cela dérange Netanyahou. Il pousse donc Trump à les renier, à les discréditer. Trump a appelé à leur défaite lors de leur tentative de réélection et les a insultés. C'est une prestation assez ridicule de la part du président, car c'était ses deux plus fervents soutiens au Congrès. Pour moi, cela ne fait que confirmer que Netanyahou exerce une influence extrême sur Trump, tout comme il en exerce sur le Congrès, les médias, le divertissement et l'éducation. Qu'est-ce qui pourrait autrement l'expliquer? Netanyahou déclenche un génocide et vient s'adresser à la Chambre et au Sénat lors d'une session conjointe, et il lui offre une 50aine d'ovations debout. Voilà mon explication. Je suis heureux que, comme vous l'avez rapporté, Marjorie Greene ait soulevé la question du lien avec Israël. Ce qui se passe, c'est qu'Israël détourne les dossiers Epstein pour en faire une affaire de trafic sexuel. Et tant qu'il s'agit d'une affaire de trafic sexuel, cela concerne Epstein, qui gagne de l'argent en vendant des partenaires sexuels mineurs à des pédophiles. C'est là que, selon moi, Israël voudrait que l'histoire reste. À mon avis, cette histoire est différente.
Epstein menait une opération de chantage pour le Mossad, ciblant des Américains haut placés capables d'influencer la politique étrangère des États-Unis. Et c'est, je pense, ce qu'on cherche à dissimuler. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Trump a hésité à rendre les dossiers publics. Parce que cela pourrait soulever la question, s'agissait-il d'une opération de chantage? Et bien sûr, Netanyahou ne veut pas que cela devienne une explication acceptable. Tout cela est donc mêlé à Israël, à son pouvoir et à son contrôle. Et Israël le démontre sans cesse. Il ne cesse d'en apporter la preuve. Je pense que c'est une erreur de la part de Trump de laisser Israël se moquer de lui, ce qu'ils ont fait. Vous savez, nous avons un cessez-le-feu à Gaza. Vraiment, un cessez-le-feu? Encore 1500 bâtiments détruits, davantage de personnes tuées, et on appelle cela un cessez-le-feu. Et Trump continue d'en parler comme d'un cessez-le-feu, disant qu'il a apporté la paix. Eh bien, c'est absurde, et cela montre vraiment qu'il est soumis. Il est soumis à Netanyahou. Simtam ça. Il se passe quelque chose de vraiment étrange avec l'administration Trump, Paul, en ce qui concerne les deux hommes qui ont tenté d'assassiner Donald Trump pendant l'élection. Nous n'avons rien appris sur ces personnes, rien sur ce qui s'est passé, sur leur motivation ou sur qui les soutenait. Et puis, il y a l'affaire Charlie Kirk. Pourquoi cela se produit-il au sein de l'administration Trump? Nous savons qu'ils tiennent ces réunions importantes, mais il semble que Tulsi Gabbard n'y soit pas incluse, car elle est perçue comme une étrangère au groupe qui se réunit. Que se passe-t-il au sein de l'administration? Ces gens ont essayé d'assassiner Donald Trump. Littéralement, ils voulaient le tuer. Et ils ne communiquent rien à leur sujet à sa base, aux personnes qui ont voté pour lui et qui voulaient un certain changement à Washington. Ils méritent de savoir ce qui se passe. Si c'était l'administration Biden, nous serions tous en train de le critiquer. Mais ce n'est plus l'administration Biden, c'est l'administration Trump. Et ces gens ont tenté d'assassiner à cette oath. Eh bien, évidemment, c'est une dissimulation. À la fois les tentatives contre Trump et l'assassinat de Charlie Kirk. Tout cela est étouffé. Et pour une raison quelconque, le FBI reçoit l'ordre de participer à cette dissimulation. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. On peut spéculer. La première tentative contre Trump en Pennsylvanie, il y a des problèmes avec cette histoire. Beaucoup de problèmes. Et cela ressemble bien à un assassinat organisé, pas à une tentative isolée d'un jeune. Par exemple, les autorités l'ont vu prêt à tirer sur Trump et n'ont rien fait avant qu'il ait tiré. Et la trajectoire de la balle, c'est un mystère. Elle viendrait d'en haut, soi-disant en tirant vers le bas, mais elle touche quelqu'un dans les gradins bien au-dessus de Trump. Il y a tellement de choses déroutantes à ce sujet, et aucune explication. Aucune. Et puis, bien sûr, le deuxième assassinat n'a guère de sens. Je n'en sais pas beaucoup à ce propos, mais je ne pense pas que quiconque en sache davantage. Et maintenant, l'affaire Kirk. Je veux dire, elle est pleine d'incohérences dans la version officielle. Il y a tant d'explications possibles, toutes qualifiées de théorie du complot. Alors, quelle en est la raison? L'assassinat de Kirk est vraiment le plus étrange de tous, car la police n'a pris aucune mesure pour protéger la scène du crime. Le corps a été emporté en privé, ce qui ne devrait jamais arriver, et aucune explication n'a été donnée. Je ne pense pas que les gens sachent ce qu'est devenu le corps. Autant que je sache, nous n'avons aucun rapport d'autopsie. C'est bien ça. Nous ne savons pas si Kirk a été enterré ou incinéré, et nous ne savons toujours pas s'il y avait une balle ou non. Toute l'explication est manifestement fausse. Alors la question est, pourquoi? Pourquoi est-elle fausse?
Je pense que ça soutient fortement l'idée qu'il s'agissait d'une opération israélienne. Cela pourrait aussi avoir été une opération de l'élite américaine, car Charlie Kirk était une étoile montante. Il avait la jeunesse, la génération montante, avec lui. Il aurait pu devenir un candidat à la présidence, et ils ne veulent pas de candidats qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il s'est révélé avoir un esprit indépendant. Il s'est libéré de tout l'endoctrinement à propos d'Israël et est devenu un critique. Il était donc considéré comme dangereux. Tu sais, ils ne voulaient pas de Trump non plus, parce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler, et ont tout fait pour le détruire. Pas seulement par l'assassinat, mais aussi par toutes les tentatives d'assassinat politique. Tu sais, Russia Gate, Document Gate, Insurrection Gate, c'était sans fin. Donc je soupçonne qu'il y a un agenda que le gouvernement pense que les gens ne pourraient pas supporter s'il leur disait la vérité. C'est un peu comme l'assassinat du président John F. Kennedy. Je suis convaincu qu'il n'y avait personne dans la commission Warren qui croyait réellement à la version officielle qu'il devait publier. Mais ils savaient qu'ils devaient le faire, parce qu'ils ne pouvaient pas dire au peuple américain, en pleine guerre froide, que leur propre gouvernement venait d'assassiner leur président. Ils ne pouvaient pas dire cela, alors ils ont dû inventer un récit totalement faux et invraisemblable. Et je pense que c'est ce que nous voyons maintenant. Quiconque était derrière la tentative d'assassinat de Trump en Pennsylvanie, c'est quelque chose que les autorités estiment que le peuple américain ne peut pas supporter, ou qu'Israël pense qu'il ne peut pas supporter. Et c'est la même chose avec Kirk. Donc nous n'obtenons pas d'explication. Il n'y en a pas. Et, bien sûr, les événements continuent, et le public s'intéresse à la prochaine chose, quelle qu'elle soit. Le fait que cela reste sans réponse s'efface simplement de la conscience des gens. Cela disparaît, et je pense que c'est sur cela que comptent les autorités. Paul, penses-tu que Donald Trump comprend la menace qu'il crée au sein du mouvement MAGA? Parce que ce qu'il fait, d'une certaine manière, c'est détruire tout ce qui a été construit pendant son élection. Les personnes qui l'ont soutenu, Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Rand Paul, tous. Et il semble qu'en attaquant ces gens, se soucie-t-il de l'avenir de MAGA, des personnes qui ne sont pas satisfaites, disons-le ainsi, des personnes qui ne sont pas satisfaites du statu quo aux États-Unis, même au sein du Parti républicain? Oui, c'est une question très pertinente. On dirait presque que Trump devient un peu dérangé, car en attaquant ses partisans les plus forts et les plus vocaux, il s'isole lui-même. Si l'establishment se retourne à nouveau contre lui, ou si les démocrates s'en prennent encore à lui, les personnes capables de le défendre, il s'en est isolé. Et cela me dit qu'il n'est pas capable de penser clairement. C'est presque comme s'il était un peu dérangé. Quand on s'isole des gens prêts à se battre pour vous, on devient très vulnérable aux attaques. Et nous ne savons pas, vous savez, comment les élections de mi-mandat vont se dérouler. Vous savez, nous avons eu l'exemple de ce candidat à New York qui a gagné. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Les marges républicaines à la Chambre et au Sénat sont faibles, et les républicains eux-mêmes ne sont pas de fervents partisans de Trump. Ceux qu'ils appellent les Rhino, républicains de nom seulement, des gens comme Mitch McConnell par exemple, étaient totalement opposés à Trump. Vous savez, McConnell était tout à fait favorable à l'accusation d'insurrection contre Trump et ses partisans, et c'était le chef républicain au Sénat. Donc je pense que votre question est une question qui devrait faire partie du débat public et nous devrions essayer d'y trouver une réponse. Je n'ai pas les réponses.
Oui, et en même temps, il est tellement plus proche de Lindsey Graham, qui chaque fois que je m'en souviens, tu sais, on pouvait voir le changement de ton, le changement de couleur, il changeait d'avis dans la même direction, se rapprochant des démocrates, tu sais, ou de ces gens au sein du Parti républicain qui attaquaient Donald Trump. Il était avec eux. Et maintenant, il est, tu sais, l'allié le plus proche de Donald Trump. C'est tellement étrange, tellement étrange. Oui, c'est étrange. Lindsey Graham est un va-t-en-guerre et Trump prétend être le président de la paix. Alors pourquoi est-il si étroitement allié à Lindsey Graham? C'est insensé. Je ne sais pas quelle est l'explication, sauf que je pense que Trump est pris dans l'influence d'Israël et du lobby israélien. Et pour Israël, la guerre est un moyen d'étendre son territoire. Nous voyons Israël s'étendre en Syrie, nous les voyons s'étendre au Liban. Trump fait semblant de croire que tout ira mieux à Gaza parce que cela deviendra une station balnéaire. Sa position sur Gaza change. Pendant un temps, il disait que Gaza appartenait aux États-Unis et que les États-Unis allaient la reconstruire. Puis il semble dire que finalement, c'est Israël, que cela fait partie d'Israël. Il oscille sans cesse, d'un côté puis de l'autre. Je pense qu'il n'est pas vraiment maître de la situation et que la pression que les intérêts israéliens peuvent exercer sur lui est tout simplement écrasante. Et on ne voit pas tant que ça l'influence de J.D. Vance dans toute cette situation. D'une certaine manière, J.D. Vance est là, mais il reste en arrière-plan. Il n'est pas si influent, n'est-ce pas? Et Donald Trump ne veut pas qu'il le soit trop. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il parlait du comportement des Chinois quand Xi Jinping était présent. Il a dit à J.D. Vance, « Tu as vu ce que le vice-président de la Chine a fait ?» Je lui ai posé une question et il ne m'a pas répondu. Il est simplement resté silencieux. Tu dois apprendre de lui. Chaque fois que quelqu'un me pose une question, tu interviens et tu réponds à ma place. Tu vois, il ne laisse pas J.D. Vance l'aider, Paul, à mon avis. Je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, il gère la relation entre Donald Trump et J.D. Vance. Ces gens contrôlent tout. Eh bien, vous savez, à l'origine, l'argument était que Trump avait choisi Vance comme successeur, parce qu'il avait la bonne attitude, les bonnes valeurs, la bonne motivation, et qu'il avait traversé un grand changement dans sa vie. Il était passé du côté gauche au côté droit. Mais cela n'a pas duré, comme vous l'avez souligné. Donc, peut-être, encore une fois, que l'establishment ne veut tout simplement pas de quelqu'un comme Vance, précisément pour les raisons pour lesquelles il avait été choisi au départ. Et donc, Trump s'en est éloigné. Vous savez, j'ai toujours dit au fil des années que les gens ne comprennent pas les contraintes qui pèsent sur les présidents. Ils ne sont pas si puissants, car il existe de nombreux groupes d'intérêts influents qui peuvent les pousser à servir leurs propres agendas. Chaque fois que le président se retourne, il y a un autre groupe d'intérêts qui exerce une pression sur lui pour qu'il fasse ceci, cela ou autre chose. Ils ont du mal, même s'ils ont un programme et une politique, et qui ne cherchent pas simplement à survivre. Ils ont du mal à exercer l'autorité. Et s'ils partent en guerre, c'est généralement parce qu'ils y sont poussés. Ce n'est vraiment pas leur choix. C'est le complexe militaro-sécuritaire, ou la CIA, ou le Pentagone, ou encore l'ambition de quelqu'un d'autre, son programme. Et les gens ne comprennent pas vraiment cela. Vous voyez, dès que vous laissez l'argent déterminer les élections, le peuple a perdu le contrôle du gouvernement. Et donc, ses représentants ont perdu le contrôle du gouvernement. Le contrôle appartient alors à ceux qui financent les campagnes, ceux qui trouvent l'argent pour placer les députés, les sénateurs et les présidents au pouvoir. C'est là que réside le pouvoir.
Ainsi, lorsque vous cherchez des explications, il faut regarder où se trouve le pouvoir. Et il est dans ces groupes d'intérêts organisés. Bien sûr, le lobby israélien est probablement le plus puissant. Peut-être qu'il est rivalisé par le complexe militaro-sécuritaire, je ne sais pas. C'est un lobby puissant, le complexe militaro-sécuritaire. Mais Israël y a peut-être aussi ses entrées. Je me souviens avoir lu il y a des années que d'anciens agents de la CIA se plaignaient qu'Israël avait infiltré l'agence, qu'Israël espionnait les États-Unis et qu'aucune mesure n'avait jamais été prise à ce sujet. Donc, nous ne pouvons pas vraiment savoir, parce que tout le monde pense « Oh, ce sont les élections qui contrôlent les choses ». Ce n'est pas le cas. Et le peuple ne contrôle pas les choses. Ce sont les groupes d'intérêt qui les contrôlent. Et le groupe d'intérêt israélien est l'un des plus puissants. Il dispose d'une base immense. It has such a huge base. There's so many institutions in the United States, it dominates. Il y a tellement d'institutions aux États-Unis. Elles dominent. Et vous savez, quiconque n'est pas indépendant et qui s'oppose à elles est détruit. Ils se font renvoyer, leur titularisation est révoquée s'ils sont à l'université. Les étudiants ne peuvent même pas protester contre un génocide. Ils se font exclure de l'école. S'ils sont étudiants étrangers, ils sont expulsés. Dans de nombreux États, y compris le Texas et la Floride, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez soumettre un contrat public, ou si vous voulez un emploi dans la fonction publique et que vous avez critiqué Israël, vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc je pense qu'il faut comprendre la réalité de leur pouvoir, et ce n'est pas le cas. Et dans la mesure où c'est compris, les sionistes chrétiens disent « Oh, eh bien, c'est la volonté de Dieu que nous défendions Israël, et ils s'en tiennent là. » Et tout cela contre un Trump. En fait, on lui a demandé à propos de la petite amie d'Epstein s'il comptait la gracier. Voici ce qu'il a dit, Paul. Oui, il dit qu'il n'exclut pas la possibilité de gracier Maxwell, tu sais, la petite amie d'Epstein. Et s'il fait ça, Paul, je pense que les répercussions seraient énormes. Cela influencerait vraiment son administration. Tu ne crois pas que ce serait le cas? Eh bien, si les Israéliens veulent qu'elle soit graciée, cela signifie simplement qu'elle est plus importante pour eux que Trump. Donc, si les Israéliens le poussent à la gracier et que Trump en souffre, alors Israël s'en moque. Tout dépend de qui ils estiment le plus ou de qui pourrait le plus leur nuire. Je ne sais pas quel en serait l'effet. Je n'ai jamais vraiment compris le dossier contre elle. C'est une question d'association. Elle est condamnée par association, ce qu'ils essaient de faire avec les dossiers Epstein. Les démocrates veulent condamner Trump parce que les dossiers le mentionnent, et Trump veut condamner tout un tas de démocrates parce que les dossiers les mentionnent. Donc on est condamné par association, qu'il y ait ou non de véritables preuves de quoi que ce soit. Et l'hypothèse, c'est que tout cela relevait du trafic sexuel. Mais si Epstein cherche à faire des affaires, ou si les gens pensent qu'il est vraiment riche et qu'il peut être une source de fonds de campagne, de capitaux d'investissement, ou simplement une personne influente, si vous traînez avec lui, vous rencontrez d'autres personnes importantes. Il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles des gens pouvaient être associés à Epstein, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec le trafic sexuel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de relations sexuelles avec des mineurs, mais l'idée que tout soit de nature sexuelle, alors qu'il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on voudrait fréquenter un milliardaire ou quelqu'un valant 6 ou 700 millions de dollars, ne tient pas. L'argent, c'est du pouvoir. Les gens aiment avoir accès à ceux qui possèdent ce genre d'argent.
What did Maxwell Alors, qu'a réellement fait Maxwell en dehors de son association? J'ai souvent pensé que compte tenu de l'impact du féminisme sur la libération sexuelle des femmes et du fait qu'il existe aujourd'hui des mères dont les filles de 12 ans prennent la pilule, l'idée qu'une jeune femme de 17 ans se soit trouvée sur l'île d'Epstein contre sa volonté est difficile à croire. Je veux dire, cette fille a-t-elle été enlevée et emmenée de force? Sur les photos où elle pose avec le prince d'Angleterre, elle sourit. Elle a l'air heureuse. Cela pousse donc à se demander quelle était la véritable situation. Et je pense que, vu le profil très médiatisé de nombreux invités de l'île, il s'agissait d'une opération de chantage du Mossad et que les femmes présentes y étaient de leur plein gré. and that the women there were there voluntarily. If you just look at the porn sites that young women Si vous regardez simplement les sites pornographiques auxquels les jeunes femmes ont accès aujourd'hui, c'est incroyable, extraordinaire. Ma génération n'aurait jamais pu imaginer que des femmes puissent être ainsi. the feminists Et donc, si elles sont aussi libérées que les féministes les ont aidées à le devenir, toute l'idée qu'une fille de 17 ans soit d'une certaine manière abusée et non volontaire dans tout cela, c'est un concept difficile. Cela pourrait être vrai, mais c'est simplement admis comme tel. later in life Et bien sûr, plus tard dans la vie, elle voit cela comme un moyen de gagner de l'argent, d'en obtenir. On peut se présenter comme une victime et intenter un procès. so the whole thing Alors tout devient si brouillé, teinté de tant de nuances différentes, qu'il est impossible d'y voir clair. that it can not come clear. It's a blackmail operation. C'est une opération de chantage, et presque personne ne pose cette question. And the MAGA Americans Les Américains ordinaires, eux, voient tout cela comme une affaire de pédophiles. Ces gens sont des pédophiles, et ils veulent attraper les pédophiles. pedophiles. Mais il se pourrait bien que ce soit en réalité le Mossad, car la politique étrangère américaine au Moyen-Orient se confond complètement avec celle d'Israël. Nous avons passé le 21e siècle à détruire des pays pour Israël, et nous avons appelé cela une guerre contre le terrorisme. Eh bien, quel terrorisme? La Libye était un pays remarquablement bien gouverné. Saddam Hussein? Eh bien, les néoconservateurs essayaient de le présenter comme un allié de Ben Laden. Mais bien sûr, il figurait sur la liste noire de Ben Laden parce qu'il était un arabe laïque. Il devait l'être, puisqu'il gouvernait un pays qui comptait des chiites. Well, he had to be because he was governing a country that had Shiites in it, and he had the two different. Il avait deux groupes différents d'Arabes qui ne s'entendaient pas. Eh bien, s'il était avec l'un, alors l'autre camp allait être totalement contre lui. S'il était avec l'autre, c'était la même chose. Il devait donc être laïque. Et cela n'a pas plu aux islamistes fondamentalistes. C'est pareil pour Assad. C'est un ophtalmologiste formé en Angleterre. Il n'avait aucune intention de devenir le dirigeant de la Syrie. Son père meurt, son frère est tué. N'est-ce pas pour cela que son frère a été tué? There has to be somebody to hold. Il fallait bien quelqu'un pour maintenir la Syrie unie. Le pays a les mêmes problèmes, différents types de musulmans. Eh bien, nous avons détruit le Moyen-Orient, en gros, et nous l'avons fait pour Israël. Et maintenant, ils sont en Syrie, et maintenant ils sont au Liban. Et avec Trump, ils seront où ils voudront être. Et ce sont là les vraies questions. And these are the real questions. You just can't get to them because of all the coloring. Vous ne pouvez tout simplement pas y accéder, car tout le discours sur le trafic sexuel pédophile le dissimule. Cet aspect de l'affaire Epstein protège toute découverte selon laquelle il s'agirait d'une opération de chantage du Mossad. Beaucoup de partisans de MAGA préfèrent y voir des Américains corrompus, les pédophiles. Ils préfèrent cela à l'idée de dire « Hey, Israël menait une opération de chantage, attirant des Américains bien placés dans des situations compromettantes afin de pouvoir ensuite les contrôler pour servir les intérêts d'Israël. » Cette explication n'est pas aussi satisfaisante pour la plupart des grands Américains que de dire qu'il s'agit d'une opération de trafic sexuel où des enfants innocents sont maltraités. Ainsi, si c'était une opération de chantage, tout est conçu de manière à ce qu'Israël soit protégé de cette accusation.
Les gens ne veulent pas y voir du chantage. Ils veulent y voir du trafic sexuel. They want to see it as a sex trafficking operation. The point you're making, Paul, I think is so important because Le point que tu soulèves, Paul, est, je pense, très important, car ces gens veulent minimiser l'influence qu'Epstein exerçait sur les politiciens. Les courriels d'Epstein récemment publiés, datant de juillet 2018, montrent qu'il a réagi à l'élection d'Imran Khan au Pakistan. Il a dit, en parlant d'Imran Khan, que Khan représentait une menace bien plus grande pour la paix qu'Erdogan, Khamenei, Xi ou Poutine. Et il l'a qualifié de mauvaise nouvelle. Tu sais, il n'était pas seulement l'homme que l'on associe à la traite. Il était bien plus impliqué que cela. Parce que lorsque vous êtes aux États-Unis et que vous considérez le cas du Pakistan, vous êtes tellement impliqué dans la politique étrangère que vous savez de quoi vous parlez. Ce n'est pas un petit gars qui ne sait rien. Je pense que le point que vous soulevez a parfaitement du sens pour moi. Il influençait la politique étrangère des États-Unis. Je ne sais pas pour la politique intérieure ou ce que c'était, mais il était bien plus que ce que les médias rapportent à son sujet. Il était bien plus influent que la façon dont les médias traditionnels essayent de le présenter. Yes, and of course they got rid of him. Oui, et bien sûr, ils se sont débarrassés de lui. Ils s'en sont débarrassés. Et vous voyez, le Pakistan possédait des armes nucléaires. Et bien que ce ne soit pas un pays arabe, c'est un pays musulman. Donc pour Israël, le Pakistan a toujours représenté une menace potentielle. Je pense que c'est pour cela que récemment un ministre israélien, je ne me souviens plus si c'était Netanyahou ou simplement l'un des ministres, a déclaré que le Pakistan faisait désormais partie du Grand Israël. Ils sont donc pris pour cible, tout comme l'Irak l'a été, la Syrie l'a été, la Libye l'a été, le Liban l'a été, et la Palestine l'a été. Ainsi, il est clair que le fait qu'Epstein s'exprime contre un dirigeant pakistanais démocratiquement élu, que nous avons ensuite fait destituer, cela s'inscrit dans le tableau. Nous ne le voulions pas non plus parce que nous ne le contrôlions pas. Donc, le Pakistan est désormais en froid avec nous. Pakistan is on the outs with us. See, we like the military government because we can. Voyez-vous, nous aimons le gouvernement militaire parce que nous pouvons le contrôler. Nous n'aimions pas un véritable gouvernement. Et tant que nous le contrôlons, ce n'est probablement pas inquiétant pour Israël. Mais si cela nous échappe, alors c'est un problème. Pour les Israéliens, s'ils veulent dominer le Moyen-Orient et éliminer les musulmans, le problème, c'est que le Pakistan possède l'arme nucléaire, tout comme Israël. Et c'est pourquoi je pense que l'Arabie saoudite cherchait à conclure une alliance avec le Pakistan pour se placer sous ce parapluie nucléaire, parce que le gouvernement israélien a déclaré que le Grand Israël incluait désormais la moitié de l'Arabie saoudite. Ils sont donc confrontés à un État israélien expansionniste. C'est cela, le Grand Israël. Et lorsque les premiers ministres d'Israël, comme ils l'ont tous fait, brandissent la carte du Grand Israël, c'est même Setao. It's a huge expanse. It goes from the Nile to the Euphrates, and now they've added. Cela s'étend du Nil à l'Euphrate. Et maintenant, ils ont ajouté la moitié de l'Arabie saoudite et du Pakistan. Il ne reste donc plus rien du monde musulman. Tout est occupé, sauf l'Iran. Et ils continuent de faire pression sur nous pour attaquer l'Iran. Les gens ne voient même pas Israël comme un État expansionniste. Ils pensent qu'il est sur le point d'être exterminé par tous ces terroristes arabes. Il n'y a plus de terroristes arabes. Et les quelques-uns qu'il y avait, c'est nous qui les avons créés. Maintenant, nous en avons un comme président nominal de la Syrie, et nous l'avons récemment reçu à la Maison-Blanche. Poutine l'a reçu aussi. Alors maintenant, qu'était ce type? C'était un chef d'Al-Qaïda, non? Le président syrien actuel, il figurait sur notre liste de terroristes, et maintenant il est un invité de marque à la Maison-Blanche. Et il a conclu un pacte avec Israël. And he's made a pact with Israel. So it looks to me like
Il me semble donc que nous avons pris la Syrie et mis notre homme en place. Il prétend être indépendant, mais il obéit aux ordres, et la Syrie est désormais ouverte à Israël. Rien de tout cela n'est abordé dans les discussions de politique étrangère. S'ils en sont conscients, ils l'évitent, et je ne suis même pas sûr qu'ils en soient conscients. Nous vivons dans un monde où la vérité est déjà façonnée selon ce que nous sommes censés croire avant même qu'un récit ne soit publié. Et quiconque remet en question ce récit est qualifié de complotiste, de cinglé ou de traître, comme Marjorie Taylor Greene. Elle est maintenant une traîtresse. D'énormes sommes d'argent vont affluer pour la vaincre lors de sa réélection. La même chose arrivera à Thomas Massie et peut-être aussi à Ron Paul. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, Trump, en éliminant les personnes qu'il défendrait, s'est mis lui-même en danger. Paul, la semaine dernière, nous avons entendu Rubio. Il a dit que les sanctions ne fonctionnent pas contre la Russie. Et voici ce qu'il a dit. Voici ce que nous avons appris de Donald Trump lui-même hier lorsqu'il a parlé des sanctions et de leur renforcement à la fois contre la Russie et contre l'Iran. J'ai entendu dire qu'il faisait cela, et ça me va. Les républicains mettent en place une législation très stricte, sanctions, etc., contre tout pays faisant des affaires avec la Russie. Il pourrait y ajouter l'Iran. Comme vous le savez, c'est moi qui l'ai suggéré. Donc tout pays qui fait des affaires avec la Russie sera très sévèrement sanctionné. Nous pourrions ajouter l'Iran à la formule, oui. Tu sais, Paul, je trouve incroyable que les États-Unis aient sanctionné l'Iran depuis 44 ans et la Russie au cours des 4 dernières années. Ils les ont sanctionnés de manière considérable. Je ne comprends pas pourquoi. Quel est le résultat de tout cela? Et quel est le calcul derrière? Y a-t-il une sorte d'évaluation? Parce que jusqu'à présent, comme Rubio l'a souligné, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi continue-t-il à le faire si ça ne marche pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas une autre voie, une autre direction pour résoudre le problème? Peut-être en communiquant avec ces pays, peut-être en trouvant une meilleure solution. Mais Donald Trump, d'une certaine manière, on ne le voit pas s'opposer à ces sanctions. Il dit plutôt « ça me va, allons dans cette direction », ce qui, comme on le sait, correspond à l'agenda de Lindsey Graham et de tous ces gens-là. Et Donald Trump les suit. Oui. Eh bien, il y a de nombreux aspects à la réponse à votre question. D'abord, pourquoi leur imposons-nous des sanctions? Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés à les forcer à faire quelque chose que nous voulons leur imposer. Autrement dit, nous leur refusons la capacité de se gouverner eux-mêmes. Ils doivent faire ce que nous voulons. Alors, qu'attendons-nous de la Russie et de l'Iran? Que voulons-nous que la Russie fasse? Eh bien, apparemment, pour l'instant, c'est d'instaurer un cessez-le-feu, ce qui ne résout pas le problème. Quelle en était la raison au départ? Ah oui, c'est parce que Poutine nous a défiés à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, lorsqu'il a déclaré qu'il n'acceptait plus l'unipolarité américaine. Plus de monde unipolaire, plus d'hégémonie américaine. Alors il nous a défiés, donc nous devons l'avoir. La raison des sanctions change avec le temps. Maintenant c'est « Oh, il ne veut pas nous accorder de cessez-le-feu ». Alors pourquoi y a-t-il des sanctions contre l'Iran? Eh bien cela remonte, je pense, au moment où les Iraniens ont renversé le Shah, le pantin américain, et ont pris le contrôle de leur gouvernement, et, je suppose, de leurs compagnies pétrolières, de leurs puits de pétrole. C'est la raison initiale, je pense, pour laquelle nous les avons sanctionnés. Et maintenant, qu'en est-il? Israël veut des sanctions. Alors nous commençons par là. Maintenant, vous dites que les sanctions ne fonctionnent pas.
Eh bien, elles ne fonctionnent peut-être pas de la manière dont on les présente. Vous savez, perturbations économiques, difficultés pour les consommateurs qui ne toléreront pas, ce qui les aliène de leur propre gouvernement et les rend plus faciles à déstabiliser. Ce sont les types d'arguments avancés en faveur des sanctions. Mais les sanctions fonctionnent dans un autre sens. Elles créent l'impression d'une faute commise par la Russie et l'Iran. C'est une manière de les présenter comme coupables de quelque chose. De quoi sont-ils coupables? Personne ne le sait vraiment, mais ils sont sanctionnés, donc ils doivent avoir fait quelque chose de mal. C'est une façon de leur mettre le chapeau noir, tandis que Washington garde le chapeau blanc pour lui-même. Ainsi, les sanctions fonctionnent dans ce sens. C'est une manière de les placer sur la défensive. Ils sont sanctionnés, donc ils doivent être mauvais ou faire quelque chose de mal. Donc en ce sens, les sanctions fonctionnent. Ce qui me dépasse, c'est que, même si je suis d'accord avec toi, pour dire que les sanctions ne fonctionnent pas comme on le prétend, en termes de difficultés économiques, Poutine continue de dire qu'elles fonctionnent. Il ne cesse de répéter, « Eh bien, ces sanctions nous font du mal, mais nous pouvons les surmonter. » Mais enfin, pourquoi dit-il cela? Pourquoi ne rit-il pas simplement en disant « Les sanctions ne marchent pas, ils perdent leur temps ». Au lieu de cela, il renforce l'idée des sanctions en disant « Oh, elles nous font du mal ». Combien de fois Poutine a-t-il dit cela? Il le dit à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Les sanctions nous font du mal, mais nous allons les surmonter. Eh bien, rien de tout cela n'a vraiment de sens. Et maintenant, nous en sommes arrivés au point, avec le dernier extrait que vous avez montré de Trump, où nous allons sanctionner le monde entier. S'ils ont des affaires avec la Russie, eh bien, j'ai lu ce matin que l'Inde est toujours le deuxième plus grand acheteur de pétrole russe. Alors, que va-t-on faire à l'Inde? Trump est récemment allé en Chine et a découvert que nous ne pouvons rien faire contre la Chine. Ils peuvent nous imposer toutes sortes de choses. Alors, quel sens cela a-t-il? Dire à tout le monde qu'ils ne peuvent pas faire d'affaires avec la Russie. Mais nous avons besoin de céréales, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de pétrole. Que voulez-vous dire, nous ne pouvons pas? C'est tellement absurde. Et pourquoi les États-Unis pensent-ils que c'est une politique? C'est une tentative de coercition. Nous voyons donc clairement que la doctrine de l'hégémonie est toujours en place. Quiconque ne fait pas ce que nous disons, nous allons le punir d'une manière ou d'une autre, ou du moins nous pensons le faire. Et c'est exactement ce que sont les sanctions. Nous avons dit à l'Inde, vous ne pouvez pas acheter de pétrole à la Russie. Et ils en achètent quand même, alors nous allons les punir. Nous n'avons aucun droit de dire à un pays à qui il peut acheter du pétrole. Je n'ai jamais compris, étant donné la position affaiblie des États-Unis, pourquoi les Russes et les Chinois n'ont pas retourné cela contre nous. Ils pourraient dire, nous vous sanctionnons. Vous ne pouvez pas avoir de terres rares. Je veux dire, il y a toutes sortes de possibilités. Mais j'imagine qu'ils sont tellement habitués à être accusés et toujours sur la défensive qu'ils ne savent pas comment en sortir. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous, et nous nous reverrons la semaine prochaine. D'accord, j'ai hâte d'y être. Merci, Nima. À bientôt. Insert. Je vais l'envoyer tout de suite.